Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de la situation en République démocratique du Congo, en l'affaire le procureur contre Bosco Ntaganda. Référence de l'affaire ICC 0104 0206. Nous sommes en audience publique. Le juge président, je vous remercie. Premièrement, je voudrais souhaiter la bienvenue aux parties, aux participants, ainsi qu'à M. Bosco Ntaganda, l'accusé. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à ceux qui nous regardent et qui suivent cette audience depuis la galerie du public. Je vais maintenant m'adresser aux parties et aux participants et leur demander de bien vouloir se présenter et présenter leurs équipes. Je demanderai aux conseils principaux de se présenter d'abord et de présenter les membres de leurs équipes respectives. Et je commence par l'accusation. Madame le procureur, Madame Bensouda, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, le bureau du procureur est aujourd'hui représenté en cette affaire par Nicole Sanson, premier substitut du procureur, Diane Looping, substitut du procureur, Eric Iverson, substitut du procureur, Julieta Solano, substitut du procureur, Rens van der Werf, procureur adjoint de première classe, Pascal Turlan, conseiller en coopération internationale judiciaire, Abdulaziz Mbaye, conseiller en coopération internationale, Selam Yergou, chargé de la gestion du dossier. Monsieur le Président, et moi-même, le procureur Fatou Bensouda. Le juge président, merci beaucoup, Madame le procureur. Je m'adresse maintenant à l'équipe de défense. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les juges, ainsi qu'à toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Il me fait plaisir de vous présenter l'équipe qui représentera Bosco Ntaganda au cours de ce procès. Monsieur Denis Mickelson, stagiaire en droit. Mademoiselle Margot Portier, gestionnaire de dossier. Maître Chloé Grandon, Maître William Saint-Michel, Maître Luc Boutin et moi-même, Maître Stéphane Bourgon. Merci, Monsieur le Président. Le juge président, merci Maître Bourgon, et enfin l'équipe des représentants légaux des victimes. Merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges. Le groupe des anciens enfants soldats est représenté par moi-même, Sarah Pellet, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes, par Mohamed Abdou, qui est juste derrière moi, et par Maître Franck Moulenda, qui malheureusement pour des raisons médicales n'a pas pu être présent aujourd'hui. Bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Les victimes des attaques contre la population civile sont représentées par le bureau du Conseil public pour les victimes. Anne Grabowski, juriste associée, Chérine Luzaizou, conseil sur le terrain, et moi-même, Dimitri Souproun, conseil. Le juge président, merci aux deux représentants. Et pour être complet, je tiens à préciser que la Chambre de première instance 6 de la Cour pénale internationale est composée de la juge Kuniko Ozaki qui se trouve à ma droite, du juge Chang Ho Chung qui se trouve à ma gauche, et de moi-même, Robert Fremer. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'ouverture du procès en l'affaire le procureur contre Bosco Ntaganda. Aujourd'hui, après la lecture des chefs d'accusation à l'accusé, nous entendrons d'abord la déclaration liminaire de l'accusation. Cette déclaration sera suivie, probablement demain matin, par les déclarations liminaires des deux représentants légaux des victimes. Après cela, la défense fera sa déclaration liminaire qui pourra ou pas comprendre une déclaration non assermentée de M. Ntaganda. Mais avant cela, à titre préliminaire, la Chambre aimerait rappeler quelques éléments clés de la procédure en cette affaire. Le 22 août 2006,
Et le 13 juillet 2012, 2 mandats d'arrêt ont été délivrés à l'encontre de M. Bosco Ntaganda pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans le district de l'Ituri, en République démocratique du Congo, en 2002 et en 2003. Après s'être rendu volontairement le 22 mars 2013, M. Ntaganda a été transféré à la Cour pour sa première comparution le 26 mars 2013. Ensuite, le 9 juin 2014, la Chambre préliminaire 2 a confirmé les charges contre M. Ntaganda. Le 18 juillet 2014, la présidence a constitué la Chambre de première instance 6 et lui a renvoyé cette affaire. Depuis, la Chambre, avec les partis et les participants, ont entrepris des travaux préparatoires qui ont mené à l'ouverture du procès aujourd'hui. Pendant cette phase, la Chambre a également établi la procédure pour l'admission des victimes aux fins de participation au procès. À ce jour, 2159 victimes ont été admises à participer à la procédure. Le 16 février 2015, en application d'une décision de la Chambre, l'accusation a déposé un document de notification des charges mis à jour. Le 19 mars 2015, la Chambre a recommandé à la présidence de la CPI que l'ouverture de ce procès ait lieu à Bunia, en République démocratique du Congo. Toutefois, la présidence, après avoir examiné tous les facteurs en jeu, a décidé que les avantages que pourrait procurer la tenue de la procédure à Bunia étaient éclipsés par les préoccupations relatives à la sécurité et le bien-être des victimes et des témoins, ainsi que les difficultés logistiques que cela risquait d'impliquer. Le 2 juin 2015, la Chambre a rendu une décision relative à la conduite de la procédure et dans cette décision, elle a adopté les conditions relatives à la conduite de la procédure, la présentation des éléments de preuve ainsi que les modalités de participation des victimes. Dans cette décision, la Chambre a également demandé aux parties de soulever quelques objections ou formuler quelques observations que ce soit au sens de la règle 134.2 au 15 juin 2015. La Chambre signale qu'aucune objection et qu'aucune observation n'a été formulée. Hier, la défense a déposé une requête au nom de M. Ntaganda soulevant une exception de compétence de la Cour s'agissant des chefs d'accusation numéro 6 et 9 tels que contenus dans le document de notification des charges. L'accusation n'a pas encore déposé sa réponse et, une fois ceci fait, la Chambre statuera en temps et lieu. À la fin de ce bref résumé, avant d'en arriver à la lecture des chefs d'accusation, j'aimerais dire l'appréciation de la Chambre pour le travail assidu des deux parties, des représentants légaux des victimes, ainsi que du greffe, pendant la phase préparatoire de ce procès, ainsi que pour les efforts déployés afin de respecter le calendrier dans le respect de la conduite équitable et rapide de la procédure telle que le prévoit l'article 64, paragraphe 2. Et je puis confirmer que la Chambre fera de son mieux pour poursuivre dans cette voie. Conformément à l'article 64.8a du statut de Rome, il sera procédé maintenant à la lecture des chefs d'accusation contre M. Ntaganda, après quoi il lui sera demandé de plaider coupable ou non coupable. Je signale que le 29 juin 2015, M. Ntaganda a déposé une déclaration attestant qu'il a compris les chefs d'accusation. Dans cette déclaration, M. Ntaganda a confirmé qu'il a été informé dans les détails de la nature, du contenu et de la portée des chefs d'accusation contre lui et qu'il a donné son accord pour que seule la partie relative au chef d'accusation contenue dans le document de notification des charges soit lue aujourd'hui.
Monsieur Maître Bocon, pouvez-vous nous confirmer cela, c'est-à-dire ce que je viens d'affirmer, au nom de votre client, aux fins du compte rendu? Merci, Monsieur le Président. Au nom de M. Bosco Taganda, je confirme exactement les propos qui viennent d'être émis par la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup, Maître Bocon. Madame le greffier d'audience, veuillez donner lecture des chefs d'accusation tel que cela est contenu dans la partie relative aux chefs d'accusation contenus dans le document de notification des charges. La greffière d'audience. Merci, Monsieur le Président. Chef 1. Meurtre et tentative de meurtre de civils, constitutif de crime contre l'humanité, visé aux articles 7.1a et 25.3a. Commission directe et ou coaction indirecte, 25.3b, 25.3di ou 2, 25.3f ou 28A dans la collectivité de Banyali Kilo, à ou autour de Mongwalu, Pluto, Nzebi, Sayo et Kilo, et dans la collectivité de Walendu Jatsi, à ou autour Kobu, Sangui, Bambou, Lipri, Tsili, Ngongo et Djichu. Chef 2. Meurtre et tentative de meurtre de civils, constitutif de crime de guerre, visé aux articles 8.2c petit 1 ainsi que 25.3a, commission directe et ou coaction indirecte, 25.3b, 25.3d petit 1 ou petit 2, 25.3f ou 28a dans la collectivité de Banyali Kilo, à et autour Mongwalu, Pluto, Nzebi, Sayo et Kilo, et dans la collectivité de Walendu Jassi, à ou autour de Kobu, Sangui, Bambou, Lipri, Tsili, Ngongo et Djichu. Chef 3. Attaque contre une population civile, constitutive de crime de guerre, visé à l'article 8.2ei, ainsi que 25.3a, commission directe et ou coaction indirecte, 25.3b, 25.3d, petit 1 ou petit 2, ou 28a, dans la collectivité de Banyali Kilo, à ou autour de Mongwalu et de Sayo, et dans la collectivité de Walendu Jatsi, à ou autour de Bambou, Kobu, Lipri, Djichu, Camp PM, Bouli, Djouba, Sangui, Tsili, Kato, Gola, Mpetsi, Petsi, Avetso, Nyangarai, Pili, Minjo, Langa, Diallo, Wada, Goy, Depka, Mbijo, Tali, Ngabuli. Chef 4. Viol de civils constitutif de crime contre l'humanité visé aux articles 7.1g ainsi que 25.3a, coaction indirecte, 25.3b, 25.3d petit 1, petit 2 ou 28a dans la collectivité de Banyali Kilo, à ou autour Mongwalu, Kilo et Sayo, et dans la collectivité de Walendu Jatsi, à ou autour Lipri, Kobu, Bambou, Sangui et Bouli. Chef 5. Viol de civils constitutif de crime de guerre visé aux articles 8.2e6 ainsi que 25.3a, coaction indirecte, 25.3b, 25.3d petit 1 petit 2 ou 28a dans la collectivité de Banyali Kilo, à ou autour Mongwabu, Kilo et Sayo, et dans la collectivité de Walendu Jatsi, à ou autour de Lipri, Kobu, Bambou, Sangui et Bouli.
Chef 6. Viol d'enfants soldats de l'UPC FPLC, constitutif de crimes de guerre visés aux articles 8, 2, E, 6, ainsi que 25.3a, coaction indirecte, 25.3d, petit 1 ou petit 2, ou 28a. Chef 7. Réduction en esclavage sexuel de civils, constitutif de crimes contre l'humanité, visés aux articles 7.1g, ainsi que 25.3a, coaction indirecte, 25.3b, 25.3d, petit 1 ou petit 2, et 28a, dans la collectivité de Wanandu Jatsi, à ou autour de Kobu, Sangui, Buli, Jitchu, Ngabuli. Chef 8. Réduction en esclavage sexuel de civils constitutif de crimes de guerre visés aux articles 8, 2, E, 6, ainsi que 25.3a, coaction indirecte, 25.3b, 25.3d, petit 1 ou petit 2, ou 28a, dans la collectivité de Wanandu Jatsi, à ou autour de Kobu, Sangui, Buli, Jitchu, Ngabuli. Chef 9. Réduction en esclavage sexuel d'enfants soldats de l'UPC FPLC, constitutif de crimes de guerre visés aux articles 8, 2, E, 6, ainsi que 25.3a, coaction indirecte, 25.3d, petit 1 ou petit 2, ou 28a. Chef 10. Persécution pour des motifs ethniques, constitutif de crimes contre l'humanité, visés aux articles 7.1h, ainsi que 25.3a, commission directe et ou coaction indirecte, 25.3b, 25.3d, petit 1, petit 2, ou petit 2, ou 28a, dans la collectivité de Banyali Kilo, à ou autour de Mongboalou, Pluto, Nzebi, Sayo et Kilo, et dans la collectivité de Wanandu Jatsi, à ou autour de Kobu, Sangui, Bambou, Lipri, Etsili, Ngongo, Jitchu, Buli, Nyangarai, Gutsi, Camp PM, Juba, Kato, Gola, Mpetsi, Avetso, Pili, Minjo, Langa, Diallo, Wada, Goy, Debka, Mbidjo, Tali et Ngabuli. Chef 11. Pillage, constitutif de crimes de guerre visés aux articles 8, 2, E, 5, ainsi que 25.3a, commission directe et ou coaction indirecte, 25.3b, 25.3d, petit 1 ou petit 2, ou 28a, à Mongboalou et dans la collectivité de Banyali Kilo, à ou autour de Mongboalou et de Sayo. Pillage, constitutif de crimes de guerre, visé à l'article 8, 2, E, 5, ainsi que 25.3a, coaction indirecte, 25.3b, 25.3d, petit 1 ou petit 2, ou 28a, dans la collectivité de Wanandu Jatsi, à ou autour de Bambou, Kobu, Lipri et Jitchu. Chef 12. Transfert forcé de la population, constitutif de crimes contre l'humanité, visé aux articles 7.1d, ainsi que 25.3a. Coaction indirecte, 25.3b, 25.3d, petit 1 ou petit 2, ou 28a, à Mongboalou et dans la collectivité de Banyali Kilo, à Mongboalou et Nzebi ou autour de ces deux endroits. Transfert forcé de population, constitutif de crimes contre l'humanité visé à l'article 7.1d ainsi que 25.3a.
coaction indirecte, 25.3D 1 ou 2, ou 28A, dans la collectivité de Wanendo-Jatsi, à Lipri, Kobu, Bambu, Nyangarai, Tsili, Buli, Jitsu et Gutsi, ou aux alentours de ces localités. Chef 13. Déplacement de civils constitutif de crimes de guerre. Visé aux articles 8, 2E, 8, ainsi que 25.3A. Coaction indirecte. 25.3B. 25.3D, petit 1 ou petit 2, ou 28A, à Mongwalu et dans la collectivité de Banyali Kilo, c'est-à-dire à Mongwalu, Nzebi ou autour de ces localités. Déplacement de civils constitutifs de crimes de guerre, visés aux articles 8, 2E, 8, ainsi que 25.3A, coaction indirecte, 25.3D, petit 1 ou petit 2, et 28A, dans la collectivité de Wanendo-Jatsi, à Lipri, Kobu, Bambu, Nyangarai, Tsili, Buli, Jitsu et Gutsi, ou autour de ces localités. Chef 14. Conscription d'enfants soldats de moins de 15 ans, constitutif de crimes de guerre visés aux articles 8, 2E, 7, ainsi que 25.3A, coaction indirecte, 25.3DI, 1, surprend l'interprète, 1 ou 2, ou 28A. Chef 15. Enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, constitutif de crimes de guerre visés aux articles 8, 2E, 7, 25.3A, commission directe et ou coaction indirecte, 25.3D 1 ou 2 ou 28A. Chef 16. Utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités constitutives de crimes de guerre visés aux articles 8, 2E 7 ainsi que 25.3A, commission directe et ou coaction indirecte, 25.3B, 25.3D petit 1 ou petit 2 ou 28A. Chef 17. Attaque contre des objets protégés constitutifs de crimes de guerre visés aux articles 8, 2E 4 ainsi que 25.3A, commission directe et ou coaction indirecte, 25.3B, 25.3D petit 1 ou petit 2, ou 28A, à Mongwalu et dans la collectivité de Banyali Kilo, à Mongwabu et Sayo ou aux alentours de ces deux localités. Attaque contre des objets protégés, constitutifs de crimes de guerre visés aux articles 8, 2E 4 et 25.3D petit 1 ou petit 2 ou 28A dans la collectivité de Wanendo-Jatsi à Bambu ou autour de ce lieu. Chef 18. Destruction de biens constitutifs de crimes de guerre visés aux articles 8, 2E 12 et 25.3A, coaction indirecte, 25.3D 1 ou 2 ou 28A dans la collectivité de Banyali Kilo à Mongwabu et Sayo ou autour de ces lieux et dans la collectivité de Wanendo-Jatsi à ou aux alentours de Kobu, Lipri, Bambu, Kampem, Buli, Jitsu, Juba, Sangui, Ntsili, Kato, Gola, Mpetsi, Avetso, Nyangarai, Pili, Minjo, Langa, Diallo, Wada, Goy, Depka, Mbijo, Tali et Ngabuli. Le juge président, merci beaucoup. Urakoze cyane, Greffier.
And I have two questions in this regard to Mr. Bougon. First one, Mr. Bougon, can you please confirm that you have explained to Mr. Taganda his right to plead either guilty or not guilty to the charges? Merci, Monsieur le Président. Je confirme que j'ai eu l'occasion d'expliquer personnellement à Bosco Taganda qu'il pouvait plaider coupable ou non coupable à toutes les accusations. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Le juge président, merci. Ma deuxième question est la suivante. Maître Bourgon, je peux vous demander à votre client de plaider coupable ou non coupable de chacun des 18 chefs d'accusation qui lui sont reprochés, l'un après l'autre. Mais si votre client répond de la même manière à chacun des chefs d'accusation, alors il pourrait tout simplement plaider coupable ou non coupable de tous les chefs d'accusation sans avoir à passer par ce travail laborieux. On lui demande de lire tous les chefs d'accusation en lui posant la question 18 fois. Que choisissez-vous? Merci, Monsieur le Président. La position de M. Bosco Taganda est la même pour les 18 chefs d'accusation. Je propose, Monsieur le Président, que la question lui soit posée en bloc pour tous les chefs en une seule question. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Le juge président, merci. Dans ce cas-là, Monsieur Bosco Taganda, veuillez vous lever. Mr. Bosco, Monsieur Bosco Taganda, plaidez-vous coupable ou non coupable de chacun des 18 chefs d'accusation qui vous sont reprochés? Monsieur le Président, je plaide non coupable pour toutes les charges. thank you very much, Mr. Le juge président, merci beaucoup. Monsieur Taganda, veuillez vous rasseoir. All right. Très bien. Nous allons donc maintenant commencer l'audition des déclarations liminaires. La Chambre rappelle que dans sa décision relative à la conduite de la procédure, elle a décidé que l'accusation sera la première à intervenir et elle sera suivie des représentants légaux des victimes et enfin de la défense. Avant de commencer à entendre la déclaration liminaire de l'accusation, j'aimerais préciser que toute pièce ou document qui seront présentés aujourd'hui et demain, par exemple des documents vidéo, des photographies ou des cartes, seront présentés uniquement aux fins des déclarations liminaires et qu'à ce stade-ci, elles ne feront pas partie du dossier et ne seront pas considérées comme des éléments de preuve. Sur ce, Madame le procureur, je vous invite à faire votre déclaration liminaire. Madame le procureur, allez-y. Sorry, I see. Un instant, Maître Bourgon, allez-y. Je suis désolé d'intervenir à ce moment. De ce côté de la Chambre, nous avons des problèmes avec le transcript qui se déroule par bloc. Je ne sais pas s'il y a moyen de vérifier la technique. Je ne sais pas si les autres personnes à la salle d'audience ont la même difficulté, mais afin de profiter pleinement de la déclaration liminaire du procureur, nous aimerions faire une vérification technique, s'il vous plaît. Thank you for Le juge président, merci de nous en informer d'abord. Je voudrais d'abord m'adresser aux autres, à l'accusation. Est-ce que vous avez le même problème? Madame Sanson, oui, monsieur le président, il semble y avoir le même problème. Le juge président, un instant, je vais consulter la greffière d'audience.
So I was in On m'informe que le problème sera réglé sous peu. Je vous demande de faire preuve de patience et dans quelques instants, nous aurons réglé le problème. So now Le juge-président. Donc, de nouveau, j'invite Madame le procureur à prendre la parole. Madame Bensouda. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, en février 2003, après des mois de lutte ethnique intense entre les Hema et les Lendu, le groupe armé, connu sous le nom de l'Union des Patriotes Congolais, ou l'UPC, contrôlait l'essentiel du territoire de l'Uturi en République démocratique du Congo. Et du fait des attaques ciblées de l'UPC contre les Lendu, cette population de Lendu a dû quitter sa maison pour se réfugier dans la brousse. Et l'UPC ensuite les a invités pour parler de la paix. Le témoin du procureur, P106, un civil Lendu, était assez réticent. Il n'avait pas envie de rencontrer l'UPC. Il a pourtant décidé d'aller jusqu'au point de rencontre et il était accompagné par d'autres Lendu qui habitaient dans les environs. Or, ils étaient sans armes, mais c'était un piège. Lorsqu'ils sont arrivés en haut de la colline, où la réunion devait avoir lieu, ce témoin a vu les miliciens de l'UPC poussant des Lendu dans un bâtiment et ligotant les gens. Les soldats de l'UPC ont entouré le témoin et d'autres en les battant violemment avec des bâtons. Le témoin a dévalé la colline, mais le milicien de l'UPC lui a tiré dessus. Et un homme qui essayait de s'échapper et qui était à côté de lui a été atteint et est mort. Mais lui, le témoin, il a survécu. Et au cours des jours suivants, il recherchait sa famille. Or, il avait appris que l'UPC avait kidnappé sa femme et ses 4 enfants. Lorsqu'il a entendu que dans une bananeraie, dans le village de Kobu, il y avait beaucoup de cadavres de Lendu, hommes, femmes et enfants, il a décidé de s'y rendre à pied. Or, à Kobu, il a vu cette bananeraie, mais les bananiers avaient été coupés, et parmi les troncs, on trouvait énormément de corps. Et il y avait d'autres personnes comme lui qui étaient venues dans cette bananeraie pour chercher les membres de leur famille. Alors il a fouillé parmi tous ces cadavres pendant fort longtemps, jusqu'à enfin trouver son fils mort. Un tout petit enfant qui avait été éventré et égorgé. Il savait que sa femme devait être dans les environs, il l'a trouvée rapidement. Elle était blessée exactement de la même manière. Ensuite, il a trouvé son bébé de 7 mois, dont le crâne avait été fracassé et qui avait été, elle aussi, égorgée. Et il a aussi trouvé les corps de ses 2 derniers enfants qui avaient subi exactement le même sort. Il a rassemblé tous ces cadavres de sa famille, il les a ramenés chez lui et les a enterrés à côté de la maison. Un autre témoin, P805, qui était un fermier, a aussi vu tous ces cadavres dans la bananeraie. Il n'avait jamais assisté à un meurtre de masse avant. Et ce qui l'a vraiment frappé, c'est la façon dont les personnes avaient été tuées. On leur avait tapé sur la tête avec un bâton et ensuite on les avait égorgés. Il a compté 49 corps de Lendu, hommes, femmes et enfants. Et 4 ou 5 des femmes avaient été éventrées. Les enfants avaient été massacrés. Tout cela baigné dans le sang. Or, ce procès porte sur la responsabilité de Bosco Ntaganda dans le cadre du meurtre de la famille de P106 et le meurtre de toutes les personnes dans la bananeraie à Kobu. Et pour 17 autres crimes dont il est accusé. Or, Bosco Ntaganda était le plus haut
commandant le plus haut gradé chargé des opérations et de l'organisation. Il planifiait les opérations, il les dirigeait, il coordonnait la logistique, il obtenait les armes, il formait les soldats de l'UPC qui exécutaient les crimes. Il donnait des ordres pour les attaques et les meurtres. Et il ne punissait personne pour ces crimes. Au contraire, il a même loué le commandant sur le terrain lors de ces meurtres, un dénommé Salomon Moulanda, disant que c'était un homme, un vrai. Donc, ce procès portera sur la responsabilité de Bosco Ntaganda pour le meurtre et tentative de meurtre, pour persécution, transfert forcé, viol, réduction en esclavage sexuel, destruction de biens, pillage, attaque contre civils, attaque contre objets protégés, crimes commis contre les Lendu, les Nginti et d'autres civils non Nema, à ou aux alentours de Mongwalu en novembre et en décembre 2002, et à Kobu, aux alentours de Kobu en février 2003. Et pour l'enrôlement, l'utilisation, le viol et la réduction en esclavage sexuel d'enfants de moins de 15 ans. Ce procès portera sur la violence qui a ravagé l'Ituri en tuant des centaines de civils, en obligeant des milliers à vivre dans la brousse avec rien. Et c'est le procès aussi d'une population qui a été ravagée par la violence sexuelle. Mon bureau a reçu des rapports selon lesquels Bosco Ntaganda a continué à terroriser le Congo oriental pendant encore 10 ans, soit par le biais de l'UPC ou d'autres forces armées. Cette cour avait ordonné qu'il soit arrêté en 2006, mais il a refusé d'obtempérer à ce mandat d'arrêt jusqu'à ce qu'il se rende en 2013. Donc la communauté internationale réclame la justice. Justice pour la population de la République démocratique du Congo. Justice pour toutes ces vies perdues, ces vies détruites. Il faut demander des comptes à Bosco Ntaganda. Et ce ne sera que justice. Et dans ce prétoire, les éléments de preuve que nous présenterons montreront que Bosco Ntaganda est coupable de tous les crimes qui lui sont reprochés. Bosco Ntaganda était un chef militaire puissant et fort connu, qui était très élevé avec un grade très élevé au sein de l'UPC. Avec d'autres chefs avérés, il a pris le contrôle de l'Ituri au milieu de l'année 2002 et en 2003. On a décrit l'Ituri comme étant l'un des coins les plus sanglants de la DRC. C'est une région où il y a beaucoup d'or, de diamants et de pétrole. Un endroit donc où les gens devraient pouvoir vivre sur leur territoire en bénéficiant du richesse de leur sous-sol. Mais non, c'est un endroit où les gens ont été ciblés, ont été terrorisés et maltraités. Plus de 5000 civils sont morts du fait de la violence ethnique, et ce directement en Ituri, dans les 7 mois qui séparent juillet 2002 et mars 2003. Bosco Ntaganda et son groupe armé ne s'est pas contenté de terroriser la population civile, ils ont aussi terrorisé leurs propres soldats. Ils ont enrôlé, recruté et utilisé des centaines d'enfants de moins de 15 ans pour qu'ils fassent cette guerre sanglante. Ils ont obligé les enfants à tuer, ils les ont traités cruellement, ils ont violé et réduit en esclavage sexuel les jeunes filles. Le viol et la réduction en esclavage sexuel se faisaient tant au temps de l'UPC que ces filles, on les appelait souvent des goudourias, c'est-à-dire la gamelle commune. Ce n'étaient que des objets, et les soldats pouvaient les utiliser et se les passer les uns les autres pour satisfaire leurs besoins sexuels quand ils en avaient envie. Et donc Bosco Ntaganda et d'autres chefs de l'UPC, y compris Thomas Lubanga et Floribert Kissambo, se sont rassemblés au sein d'un plan visant à contrôler l'Ituri, et ils ont systématiquement accru leur pouvoir sur la région. En contrôlant l'Ituri, ils savaient que non seulement ils pourraient avoir énormément de pouvoir militaire et politique, mais ils pourraient aussi en profiter du point de vue économique. La puissance devait profiter à la communauté EMA, et l'argent était censé surtout profiter à Bosco Ntaganda.
Donc les populations civiles Lendu, Ngiti et non-Ituriens qui occupaient des terres enviables gênaient l'exécution de ce plan. Donc Bosco Ntaganda et ceux qui étaient avec lui ont décidé de chasser la population pour prendre le contrôle du territoire. Et ils se sont surtout assurés qu'ils ne pourraient jamais revenir. Et les éléments de preuve vont vous montrer, Madame, Messieurs les juges, au-delà de tout doute raisonnable, que les crimes reprochés à Bosco Ntaganda ont eu lieu dans le contexte d'un conflit armé non international qui a ravagé l'Ituri pendant plus d'1 an. Les éléments de preuve montreront aussi que ces crimes ont eu lieu au cours d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile couvrant un territoire étendu et dans le cadre duquel il y a eu beaucoup de victimes. Ces crimes n'étaient pas isolés, n'étaient pas aléatoires ou spontanés. Ils faisaient partie d'un plan bien coordonné et bien exécuté. Un plan, une campagne de violence qui visait délibérément les populations civiles Lendu et Ngiti et les autres groupes ethniques non Emma. Et Bosco Ntaganda, personnellement, lui aussi a commis des crimes. Et il a contribué de façon essentielle à un plan commun dont le but était le contrôle militaire et politique de l'Ituri et l'expulsion des ennemis. Étant l'un des commandants les plus hauts gradés de l'UPC, il a planifié, coordonné et commandé les 2 attaques, celle de novembre 2002 et celle de février 2003, avec Floribert Kisembo et d'autres chefs militaires de l'UPC. Il a recruté les soldats, les a formés, a organisé l'armée, a obtenu les armes, les a distribuées, ainsi que les munitions, s'assurer que ses ordres étaient exécutés. Il a développé les capacités en communication du groupe. Il a donné les ordres d'attaquer, de piller, de violer, de persécuter, de tuer et a encouragé la commission de ces crimes. Ses co-auteurs et lui ont agi de concert dans le but pour commettre ces crimes. Donc il n'a non seulement commis des crimes directement ou avec d'autres, il a aussi empêché, il n'a aussi rien fait pour empêcher que ces crimes soient commis ou ne les a jamais punis. Et il n'a jamais puni ses troupes qui étaient sous son commandement et contrôle effectif. Il était pourtant chef d'état-major adjoint, en chef des opérations et de l'organisation. Et il avait énormément de pouvoir de facto. Ses ordres étaient toujours exécutés automatiquement. Donc il aurait dû savoir, et les éléments de preuve vous le montreront bien, qu'il aurait dû savoir, ou qu'il savait même, que ses troupes allaient commettre des crimes, ou avaient déjà commis des crimes. Car il s'agissait des mêmes soldats que ceux qui avaient commis des crimes dans le cadre d'autres attaques de façon tout aussi brutale. Donc, vous allez entendre un grand nombre de témoins lors de ce procès, Madame et Messieurs les juges. Certains de ces témoins ont déclaré qu'on avait essayé de les suborner afin qu'ils ne coopèrent plus avec l'accusation. Et nous avons fait en sorte de mettre un terme à cela, bien sûr. Mais je tiens à avertir les personnes qui essayent de subordonner ces témoins, de suborner, se reprend l'interprète, ces témoins. Il s'agit d'un délit très grave au titre de la juridiction des États parties. Et il s'agit aussi de délits extrêmement graves qui sont visés dans le statut de Rome. Donc, ce procès doit se dérouler sans qu'il y ait subornation de témoins, que ce soit témoins de l'accusation ou de la défense. Ensuite, vous allez entendre bien sûr énormément d'éléments de preuve à propos du conflit ethnique qui opposait les Emma contre les Lendu, les Ngiti et les autres groupes ethniques. On va vous dire que l'UPC était une milice Emma, créée par et pour la population Emma de l'Ituri. Il faut bien reconnaître ici qu'il y a eu 2 parties au conflit, les Emma et les Lendu, et que tous ces groupes, avec d'autres groupes ethniques, ont commis des crimes et ont énormément souffert aussi en tant que victimes. Toutes les parties ont commis des atrocités et les milices dans la région ont exploité les divisions ethniques pour satisfaire leur cupidité. Donc, ce procès n'est pas le procès du peuple Emma.
il ne s'agit pas de s'en prendre à un groupe ethnique ou à un autre. Absolument pas. D'ailleurs, mon bureau a aussi poursuivi des accusés dans le cadre de crimes commis contre Emma et victimes. Que le procès qui est sur le point de s'ouvrir n'est pas le procès de l'une ou l'autre communauté. Il ne s'agit pas du procès d'une appartenance ethnique ou d'un groupe ethnique. Il s'agit du procès d'un individu, Bosco Ntaganda, qui a profité des tensions ethniques en Ituri à des fins personnelles pour accéder au pouvoir et à la richesse, et qui, pour ce faire, a commis des atrocités. This trial is about... Ce procès porte sur la responsabilité pénale individuelle de Bosco Ntaganda pour meurtre, tentative de meurtre, pillage, attaque contre les civils, attaque contre les objets protégés, destruction de propriété, viol, réduction d'esclavage sexuel, persécution, transfert forcé d'une population civile et surtout enrôlement, conscription et emploi d'enfants de moins de 15 ans qui ont été violés et asservis sexuellement. C'est une affaire c'est l'affaire de ces milliers de victimes qui veulent enfin obtenir justice. Et les éléments de preuve montreront et démontreront que Bosco Ntaganda est coupable de tous les crimes qui lui sont reprochés. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Nicole Sampson, premier substitut procureur, va maintenant vous présenter le contexte dans lequel ces crimes ont été commis, et ce de façon plus détaillée. Je vous remercie. Thank you, Ms. Le juge président, merci Madame Bensouda. Et je souhaite la bienvenue à Madame Sampson. Madame Sampson, n'oubliez pas que nous allons faire une pause autour de 11 heures. Je vous le rappelle. Merci. You may proceed. Thank you. Mr. President, Your Honors. Président, vous y aller, Madame Sampson. Madame le Président, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je vais maintenant vous donner une explication plus détaillée de notre thèse et des moyens que nous allons employer pour l'approuver. Bosco Ntaganda est accusé de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en 2002 et 2003 en Ituri. 13 de ces chefs, comme vous le voyez d'ailleurs sur l'écran, portent sur une violence qui aurait été commise au cours de 2 attaques séparées mais reliées l'une à l'autre. La première à Mongwalu, autour de Mongwalu, et de 4 villages aux alentours, dans la collectivité de Banyali Kilo en novembre et décembre 2002. Et la deuxième attaque à ou autour de Lipri, Bambou et Kobu, et 23 villages aux alentours, dans la collectivité de Walendu Jatsi en février 2003. 5 des chefs portent sur l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans au sein du bras armé de l'UPC.
leur utilisation pour qu'ils participent activement aux hostilités et le fait qu'ils aient été violés et réduits en esclavage sexuel entre le 6 août 2002 et la fin décembre 2003. Les crimes reprochés à M. Ntaganda ont eu lieu en République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri. L'Ituri est au nord-est de la RDC à côté de l'Ouganda. Au sud-est, on trouve l'Ituri. La capitale de l'Ituri s'appelle Bunia. L'Ituri est divisé en 5 territoires: Mombasa, Irumu, Djougou, Mahagi et Aru. Chacun de ces territoires est sous-divisé en collectivités. Pour vous donner une idée de la taille même de l'Ituri, sachez que sa superficie est de plus de 65 000 km², ce qui correspond en fait à la Belgique et les Pays-Bas ensemble. Comme vous le voyez sur l'écran, les deux attaques qui sont au centre de cette affaire ont eu lieu sur le territoire Djougou. Les chefs portant sur les enfants enroulés dans l'UPC ne sont pas limités à cette zone, parce que ces crimes-là ont eu lieu dans tout l'Ituri et pendant toute la période de référence. En 2002 et 2003, il y avait plus de 5,5 millions de personnes habitant en Ituri, provenant de 18 groupes ethniques. Les groupes ethniques majoritaires étaient les Lendu et les Sud-Lendu, que l'on appelle aussi Ngiti. Il y avait les Emma Sud et les Emma Nord. Les Emma Nord s'appelant aussi Guéguéré. Il y avait les Alours et les Bira. Les communautés Lendu, Ngiti, Emma et Bira habitaient principalement sur les territoires Irumu et Djougou. Les Alours, eux, résidaient principalement à Mahagi. Et ces statistiques n'ont pratiquement pas changé. On vous dira aussi que des groupes ethniques qui sont considérés comme n'étant pas originaires de l'Ituri étaient appelés Djadjambo ou non originaires. Et là, par exemple, je fais allusion au groupe ethnique Nande. Les deux attaques reprochées à l'accusé ont eu lieu lors d'une série d'attaques lancées par l'UPC entre août 2002 et mai 2003. Ces attaques ont eu lieu dans le cadre d'un conflit armé non international qui a duré plus d'1 an et qui a été marqué par des escalades plus intenses par moment. On your screen is a map that will plot. Sous l'écran, vous avez maintenant une carte où nous allons vous montrer quelles étaient les attaques de l'UPC au cours de cette période. Les témoins et les documents vont vous montrer qu'il y a eu des attaques de l'UPC contre Bunia et Songolo en août 2002, contre Zumbe en octobre 2002, contre Mombasa, Komanda et Eringeti à partir d'octobre 2002, contre Mongboalou et ses alentours en novembre 2002, contre Lipri, Bambou et Kobu et les alentours en février 2003, et contre Bunia en mars et à nouveau en mai 2003. Mais il y a aussi eu des offensives des milices Lengun Ngiti en Ituri, ce qui montre bien que le conflit armé était prolongé. Mais malgré les accords de cessez-le-feu négociés en mars, en mai et en juin 2003, il n'y avait toujours pas de paix en décembre 2003. Le
Conseil de sécurité des Nations Unies, le 28 juillet 2003, a donné à la MONUC un mandat sous chapitre 7, l'autorisant à utiliser tout moyen nécessaire pour remplir son mandat dans le district de l'Ituri. Et cela montre bien que ce conflit était permanent et continuait même après juin 2003. Le mandat de la MONUC a à nouveau été prolongé le 1er octobre 2004 et le Conseil de sécurité a autorisé la MONUC à augmenter ses effectifs jusqu'à 5900 personnes parce que la situation en RDC continuait à menacer la paix internationale et la sécurité dans la région. Au cours de la période de référence, plusieurs groupes armés ont participé au conflit en Ituri et étaient en mesure de combattre et de commettre des actes violents. Il y avait comme groupe l'UPC d'abord qui était perçu comme une milice EMA. Comme vous le voyez sur l'écran, l'UPC est un sigle pour Union des Patriotes Congolais. Et son bras armé s'appelait le FPLC, ou Force Patriotique pour la Libération du Congo. Je ferai référence à l'UPC et au FPLC de façon interchangeable lors de cette présentation. Les ennemis traditionnels de l'UPC étaient les milices Lendu Ngiti, et qui, à la fin 2002, étaient connus comme le FNI, Front des nationalistes et intégrationnistes, ainsi que FRPI, Front de résistance patriotique de l'Ituri. L'autre grand ennemi de l'UPC, qui était un allié proche des milices Lendi Enki, était le RCD-KML, Rassemblement congolais pour la démocratie Kisangani, mouvement de libération, dont le bras armé s'appelait APC, Armée du peuple congolais. Il y avait d'autres groupes armés dans ce conflit. Par exemple, le POUSSIC, Parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo, qui était une milice, principalement EMA, établie par Chef Kawa en début de l'année 2003. Il y avait un autre groupe, le FAPC, Forces armées du peuple congolais, dirigé par Jérôme Kakwavu. Avant de créer sa propre milice, Kakwavu et ses forces avaient rejoint très brièvement l'UPC à la fin 2002 et le début 2003. Le conflit armé en Ituri n'était pas international. Pourtant, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC ont été impliqués dans ce conflit à différentes époques. Mais il n'y avait pas d'hostilité directe opposant un État à un autre, étant donné qu'aucun État ne contrôlait véritablement ces groupes armés. Les crimes reprochés étaient systématiques et généralisés, ou généralisés, surprend l'interprète. Ils couvraient ils avaient une portée temporelle et géographique importante, et vous verrez bien qu'ils ne résultaient pas de violences spontanées. Ils étaient le résultat, en fait, d'une planification extrêmement détaillée. La violence n'était pas aléatoire. Le fait qu'il s'agit d'une attaque systématique est bien connu. En juillet 2003, lorsque le Conseil de sécurité a prolongé le mandat de la MONUC pour leur permettre d'utiliser la force, par le biais de la résolution 1493, et je cite maintenant le Conseil de sécurité, condamne fortement les actes de violence commis systématiquement contre les civils, y compris massacres et autres atrocités et violations du droit international humanitaire et des droits humains, plus particulièrement violences sexospécifiques contre femmes et jeunes filles. Condamne
fermement l'enrôlement et l'utilisation continue d'enfants dans les hostilités en DRC, principalement au sud et nord Kivu et en Ituri. Fin de citation. Toutes les attaques de l'UPC suivaient toujours le même schéma. L'UPC visait les villages où résidait principalement une population non EMA, comme à Songolo, Zumbe, Lipri, Bambou et Kobu. Les endroits comme Komanda, Mombasa, Eringeti et Bunia avaient une population ethnique très mélangée. Et là, dans ces villes, les forces de l'UPC ont toujours visé les Lendu et les non-originaires. Ils identifiaient et pourchassaient les civils non EMA dans des opérations appelées opérations de ratissage ou de chasse à l'homme. Autre caractéristique de l'attaque, on entourait le village, on l'assiégeait pour empêcher les résidents de s'échapper. Au cours des attaques sur Bunia, Zongolo, Zumbe, Mongwalu, Lipri, Bambou et Kobu, l'UPC a fermé toutes les échappatoires, a tiré sur les civils qui essayaient de s'enfuir et a érigé des barrages routiers pour capturer, violer ou tuer tout civil non EMA. L'UPC a utilisé des armes lourdes de façon indiscriminée en pilonnant aveuglément et aussi en ciblant les civils. Ils ont aussi utilisé des armes blanches pour attaquer et tuer les civils. L'UPC a incendié des villages, les a pillés, a détruit des bâtiments tels que des hôpitaux ou des dispensaires. La violence sexuelle, elle était utilisée comme instrument de persécution des civils non EMA et aussi pour récompenser les soldats de l'UPC. Très souvent, les civils, lorsqu'ils revenaient dans leur village, étaient tués. Donc cette violence n'était pas seulement systématique, elle était aussi généralisée. Une longue campagne de violence qui a fait énormément de morts et de victimes. Vous entendrez aussi des témoins de l'intérieur travaillant pour la milice de Bosco-Ntaganda et d'autres victimes de ces crimes qui vont vous décrire quelle était la politique discriminatoire de l'UPC contre les Lendu, les Ngiti, les non-originaires et toute population non EMA. Les rapports de l'époque des enquêteurs des droits de l'homme de la MONUC ont d'ailleurs étayé cette politique. Je cite, lorsque la milice UPC EMA a pris le contrôle de Bunia, d'abord en août 2002 et ensuite en mai 2003, cette milice a mis en œuvre une politique de nettoyage ethnique pour vider la ville des Lendu et Bira et de tous ces Nandé qui étaient non ituriens et qui concurrençaient les businessmen EMA. Fin de citation. Les mêmes enquêteurs des Nations Unies déclarent, et je cite, « Les forces de l'UPC ont pilonné des centaines de villages Lendu, sans faire aucune différence entre les combattants armés et les civils. Chaque fois qu'ils ont pris le contrôle de Bunia, en août 2002 et en mai 2003, les forces de l'UPC ont réalisé une chasse à l'homme, cherchant tous les Lendu, les Bira, les Landais et tous les non-ituriens, qu'ils considéraient comme des opposants. Les soldats de l'UPC ont aussi commis des viols à grande échelle dans différents quartiers de la ville, s'en prenant parfois à des filles qui avaient à peine 12 ans. Fin de citation. Les Nations Unies estiment que du fait des violences commises par toutes les parties en Ituri, et je cite, plus de 8000 civils ont perdu leur vie suite à des meurtres délibérés ou à une utilisation aveugle de la force, et ce, de janvier 2002 à décembre 2003. Plus de 600 000 personnes ont été chassées de leur maison. Fin de citation. L'accusation avance que
l'un des hommes qui porte la plus grande responsabilité pour ces crimes est le commandant Bosco Ntaganda, le cerveau du groupe armé. C'était un commandant à FPLC qui avait énormément d'expérience militaire. Madame, Messieurs les juges, en Ituri, le nerf de la terre était un problème pour tout le monde. À partir du début 1999, les tensions ethniques entre les Emma et les Lendu ont vu jour avec concurrence pour la terre et pour les ressources. Et pour essayer d'obtenir plus de territoire, chaque camp visait les civils de l'autre camp. En 2002, la violence ethnique n'a fait que croître. Et pour conquérir les territoires en 2002 et 2003, les forces de Ntaganda ont tué un grand nombre de Lendu, de Ngiti et d'autres civils non Emma et en ont chassé des milliers de leurs maisons. On va bien vous dire que ce but, qui était de prendre le contrôle de l'Ituri et de chasser toute population Lendu, Ngiti ou non-Emma, était reflété dans les ordres donnés par Bosco Ntaganda à ses troupes au cours des opérations militaires. Et c'est aussi prouvé par ses mots et par sa conduite. Les témoins vont vous dire ce qu'il disait. Il disait que les Lendu étaient l'ennemi, qu'il fallait éliminer les Lendu, qu'il fallait les faire disparaître, qu'il fallait les chasser des terres qu'ils occupaient. Et ce but, d'ailleurs, est reflété dans les attaques et dans les meurtres et dans les meurtres d'un grand nombre de civils non Emma. L'accusé était l'un des chefs militaires le plus important qui mettait en œuvre les buts de l'UPC. Il était chargé des opérations, chargé de l'organisation du groupe armé, le FPLC. C'est lui qui planifiait les attaques. Il a d'ailleurs participé directement à ces attaques. C'est lui qui a ordonné à ses soldats de commettre des crimes. Et lui-même d'ailleurs a personnellement commis des crimes. Vous entendrez des témoins vous dire qu'ils ont vu Bosco Ntaganda attaquant des civils, tuant des civils de ses propres mains, pillant les biens, attaquant des hôpitaux, des églises, persécutant des civils Lendu et non-Emma, et enrôlant des enfants de moins de 15 ans pour les utiliser soit comme escorte, soit comme combattants. Au cours de ce procès, vous entendrez certaines personnes avec qui Bosco Ntaganda partageait l'objectif de prendre le contrôle de l'Ituri et d'en chasser tout Lendu et civils non Emma. Dès l'été 2010, ils avaient décidé de former leur propre groupe pour protéger les intérêts de la communauté Emma. Et c'est donc et ils ont uni leurs forces et ressources pour exécuter ce plan commun.
Bosco Ntaganda lui-même n'était pas EMA. Pourtant, il était assez courant d'avoir des alliances entre EMA et Tutsi. Un témoin les a décrits comme venant d'une lignée commune. Et dans cette alliance, il y avait Thomas Lumanga, qui était un EMA, un homme éduqué, qui est devenu le porte-parole des officiers qui s'étaient rebellés en 2000. Et il est devenu président de l'UPC dès sa création le 15 septembre 2000. En septembre 2002, il s'était aussi proclamé commandant en chef du FPLC. Floribert Kisembo Bahemuka, EMA, l'un des mutins de 2000, qui est devenu ensuite le chef d'état-major de l'UPC-FPLC à partir du début septembre 2002 jusqu'en décembre 2003. Avant cela, il était sous les ordres de Bosco Ntaganda. Le commandant Kisembo a participé à la planification de l'attaque de la collectivité de Walendu Jatsi en février 2003 et communiqué avec les troupes sur le terrain à partir de sa base à Mongwalu. En décembre 2003, il a formé son propre groupe armé. Mais à l'heure actuelle, Floribert Kisembo est décédé. Aimable Musanganya Saba, aussi connu sous le nom de Rafiki, un commerçant Tutsi congolais qui était l'intermédiaire pour les mutins en 2002. C'est lui qui leur trouvait et leur procurait de la nourriture, des piles pour leur radio et d'autres approvisionnements nécessaires. En 2002, il est devenu chef de la sécurité de l'UPC. Ensuite, le commandant Kasangaki. EMA, l'un des mutins aussi de 2000. En 2002, il est devenu commandant de l'UPC au sein de la brigade du commandant Salomon Mulanda. Il a pris part aux attaques de l'UPC, y compris celle de Banyala Kilo. Il a aussi planifié les attaques sur Lipri, Bambou et Kobu en février 2003, mais lui aussi est décédé. Le commandant Ichali Gonza, EMA, lui aussi mutin. En 2002, il était numéro 2 du secteur sud-est de l'UPC-FPLC. Il a aidé à planifier l'attaque contre Walendu Jatsi en février 2003 et a commandé les troupes sur le terrain. Le commandant Bagonza, EMA, lui aussi, mutin aussi, devenu commandant de l'UPC-FPLC qui a combattu pour cette milice à Songolo et qui a été tué en décembre 2002. Et ensuite le commandant Salomon Mulanda. Le commandant Mulanda n'était ni Tutsi ni EMA. Et c'est lui qui a dirigé les attaques contre Banyala Kilo en novembre 2002, en Walendu Jatsi en février 2003 et à Bunia en mars 2003. Les troupes qui étaient sous son commandement direct ont massacré des hommes, des femmes et des enfants sans armes dans la bananerie de Kobu. Le commandant Mulanda, lui aussi, est décédé. À l'été 2000, Bosco Ntaganda avait aussi formé une alliance avec le chef Kawa, un chef coutumier EMA important et résident dans le village de Mandro. Ce n'était pas un militaire, mais il a été fort utile pour que l'UPC puisse obtenir des armes en juin 2002. Et il a aussi donné des terrains à l'UPC pour établir un camp d'entraînement à Mandro, camp qui allait devenir le plus grand camp militaire de l'UPC et qui allait aussi devenir leur entrepôt d'armes. En septembre 2002, le chef Kawa a été nommé vice-ministre de la Défense de l'UPC, position qu'il n'a occupée que très peu de temps, du fait de différences non réconciliables à propos de l'UPC et de sa politique de discrimination. Et Thomas Lumanga a officiellement chassé le chef Kawa de l'UPC au début
décembre 2002, ce qui fait qu'au début 2003, le chef Kawa a formé son propre groupe armé, le Poussik. Sur l'écran, vous voyez une photo où la plupart des co-auteurs se trouvent. Vous avez Thomas Lubanga, Floribert Kisembo, Aimable Rafiki, Thomas Kasangaki et au centre Bosco Ntaganda. On les voyait souvent ensemble. Vous le verrez d'ailleurs. Nous vous montrerons d'autres photographies. À partir de mi-2002 jusqu'à 2003, l'UPC était un groupe armé bien organisé, qui disposait d'une structure politique et militaire établie, qui disposait de soldats bien entraînés, de moyens de communication, de moyens de transport, d'armes, de munitions et qui disposait d'argent aussi. Regardons un peu la structure de l'UPC-FPLC en novembre 2002. Thomas Lubanga est le président et commandant en chef. À sa gauche, on a le bras exécutif politique de l'UPC. Rendant compte à Thomas Lubanga, il y a le chef d'état-major, Floribert Kisembo, et au centre du diagramme, vous voyez Bosco Ntaganda, chef d'état-major adjoint, chargé des opérations et de l'organisation. Et sous lui, dans cet organigramme, on retrouve les 5 branches d'un état-major. G1, administration, G2, renseignement, G3, opération, G4, logistique et G5, commissaire politique. Et sous Bosco Ntaganda, on trouve les secteurs sud-est et nord-est, avec leurs brigades correspondantes. Maintenant, je vais parler de la nature même des éléments de preuve et je vais vous parler de nos témoins. Vous allez entendre plus de 80 témoins, y compris certains témoins de l'intérieur qui ont travaillé directement avec Ntaganda et qui vont qui, dans le cadre de leur déposition, confirmeront qu'il contrôlait ce groupe et qu'il contrôlait les événements, qu'il savait exactement quelle influence il avait sur le groupe, ce qu'il savait, quelles étaient ses intentions. Vous entendrez aussi des représentants d'organisations internationales qui ont essayé de trouver des documents étayant les événements et qui ont essayé de parler de la commission de crime avec le président de l'UPC et son état-major sans malheureusement aucun résultat. Vous entendrez aussi des témoins parler des crimes dont ils ont été les victimes. Vous verrez comment les soldats de l'UPC ont ciblé les Lendo et les ont tués en essayant les trouvant soit en leur demandant de parler pour voir quelle langue ils parlaient, ou en regardant quelles amulettes ils portaient au bras ou au cou. Vous entendrez parler de soldats de l'UPC qui ont envahi des villages alors que les obus pilonnaient le village, et comment ces civils ont dû fuir en emportant uniquement les vêtements qu'ils avaient sur leur dos. Vous allez entendre que les miliciens de l'UPC ont tué les vieillards ou les handicapés qui ne couraient pas assez vite pour s'enfuir. Vous allez aussi entendre certains témoins vous dire que que les personnes, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ont été tuées. Ils sont rentrés chez eux parfois, mais ont trouvé leur maison pillée. Les toits en tôle ondulée avaient été arrachés. Ils vous diront aussi que lorsqu'ils étaient capturés par l'UPC, l'UPC les obligeait à porter des jerrycans d'eau, de lourds sacs, à porter des biens pillés pendant des kilomètres sous la menace des arbres. Vous entendrez ces témoins décrire certains des soldats de l'UPC comme étant des enfants, en fait, qui avaient dû retrousser leurs uniformes tache-tache tellement ils étaient petits. Comment ils étaient obligés de traîner leur Kalachnikov parce qu'ils ne pouvaient pas la porter, elle était trop lourde. Et vous entendrez aussi parler de soldats de l'UPC qui ont capturé des femmes et des jeunes filles, qui les ont frappées, qui les ont violées longuement. Et comment l'UPC avait détenu certaines personnes arbitrairement.
Vous entendrez certains dire qu'ils avaient réussi à échapper aux soldats de l'UPC en faisant le mort. Vous entendrez certaines personnes dire qu'ils s'étaient enfuis dans la brousse et où ils avaient dû vivre comme des animaux pendant des semaines, voire pendant des mois. Où un grand nombre sont morts de faim ou de maladie. Et on vous dira aussi que les soldats de l'UPC se rendaient souvent dans la forêt ou dans la brousse pour faire une chasse aux civils et ils tiraient sur tout ce qu'ils voyaient. Et vous entendrez aussi certains qui ont eu... Vous entendrez aussi des témoignages à propos de personnes qui ont connu un sort épouvantable. Par exemple, les 49 personnes qui sont mortes dans la bananerie à Kobu, dont vous a parlé Madame Bensouda. Certains témoins vous diront comment ils ont dû enterrer ces 49 et d'autres civils. Et ils vous parleront des blessures sur les corps, de l'état de décomposition, du fait qu'on a dû tout simplement enfouir le grand nombre de corps dans des fosses communes, parce que c'était la seule chose que l'on pouvait faire. Et des experts médico-légaux vous parleront de ce qu'ils ont vu lorsqu'ils ont examiné les corps de ces victimes en 2014. L'accusation va aussi appeler un certain nombre d'experts pour parler du contexte du conflit armé, de l'impact du traumatisme sur le récit d'un témoin. D'autres témoins experts vous parleront de la violence sexospécifique, du rôle des enfants dans les conflits armés. Et nous aurons aussi un spécialiste de l'image satellitaire et un expert sur les exhumations. Et certains éléments de preuve viennent de documents que nous avons, documents de l'époque, par exemple le journal de bord des communications radio de Bosco Ntaganda, les documents officiels de l'UPC comme des rapports internes, des demandes, des ordres, des lettres, des décrets, des statuts. Vous verrez des photographies, vous verrez des vidéos de camps d'entraînement, vous y verrez des enfants de moins de 15 ans instruits aux armes. Et vous verrez aussi des vidéos prises avant et après les attaques de l'UPC sur des villages. Certains des éléments de preuve viendront de rapports de l'époque provenant des Nations Unies ou d'autres ONG, ainsi que des médias locaux. Nous vous montrerons aussi les registres du centre de démobilisation qui a enregistré le nom et l'âge de tous les enfants qui sont venus dans ce centre. Et pour savoir, donnant aussi le groupe armé auquel ils appartenaient. Maintenant, j'aimerais que l'on revienne un peu sur le journal de bord des communications radio de Bosco Ntaganda, son propre journal. Et ce document montre bien quelle était la position éminente de Bosco Ntaganda au sein de l'UPC-FPLC. Les communications radio étaient transmises par le biais d'une radio HF, haute fréquence, qui était toujours dans sa résidence de Bunia. Les messages étaient ensuite inscrits à la main dans le registre. Et vous voyez ici la page, la couverture de ce registre. Et voici l'exemple de ce journal. Il y a plus de 450 messages dans ce cahier transmis quotidiennement entre le 19 novembre 2002 et le 21 février 2003. Et 76 rapports de situation verbaux venant du terrain. Il y a certaines pages supplémentaires que nous avons trouvées avec le registre contiennent près de 30 messages supplémentaires et rapports de situation portant sur la période allant du 10 octobre 2002 au 2 juin 2003. Des témoins vous diront que Bosco Ntaganda regardait ce registre tous les soirs ou dès qu'il revenait du terrain. Les messages sortants, contenus à l'arrière du journal, étaient envoyés par les membres de l'état-major général de l'UPC à leurs subordonnés au niveau du secteur, de la brigade et du bataillon. 80% des messages sortants émanent du commandant Bosco Ntaganda. En ce qui concerne les messages entrants, qui sont eux au début du registre, étaient envoyés à l'état-major de l'UPC par les subordonnés
Et Bosco-Ntaganda est le destinataire direct de 22% des messages entrés et est en copie sur 41% des messages entrants. Ce sont des messages écrits soit en français, soit en swahili. Le mot « passé » est écrit sur les messages sortants pour indiquer que le message a bien été passé. Comme le diront les témoins, dans ce registre, les messages radio sont enregistrés en utilisant le jargon militaire, ce qui signifie que l'heure et le jour est enregistré sur le format suivant. D'abord la date, l'heure, le fuseau horaire, le mois et l'année. Et à l'écran, cela a été surligné pour que ce soit plus facile. Ici, par exemple, la date, c'est le 19. L'heure, 14h30. Le fuseau horaire B, ce qui représente en fait le fuseau horaire du Congo oriental, le mois février et l'année 2003. Plus de 380 messages de ce registre emploient ce format militaire. Les autres 76, qui sont des rapports de situation verbaux, sont présentés avec la date inscrite ainsi que l'emplacement d'où le rapport est fait. Lorsque l'on fait référence à un commandant Ntaganda, on voit qu'on réfère à lui sous différents titres. Vous le voyez à l'écran. The logbook shows. Et donc ce registre montre bien que c'est Bosco Ntaganda qui donnait des ordres aux soldats, qui informait les commandants de promotion éventuelle, qui mettait en œuvre les changements à la structure militaire de l'UPC, qui donnait les munitions et les ordres, qui donnait les ordres, qui était informé de toute mesure disciplinaire et tout déploiement de troupes, et nous savons aussi qu'il rendait compte directement au chef d'état-major Kisambo et au président Lubanga. Et dans ce registre, on voit bien que lorsque Bosco Ntaganda donnait un ordre, celui-ci était exécuté. Cela donc vous donnera une idée des activités militaires quotidiennes de l'UPC. Un grand nombre de militaires de l'UPC viendront pour corroborer les contenus de ce registre. Je pense qu'il est maintenant l'heure de faire la pause. Le président, merci. Merci de cette ponctualité. Vous savez, d'après vous, de combien de temps avez-vous encore besoin pour vos propos liminaires? Madame Sanson, je pense que nous aurons besoin de la séance de l'après-midi, mais je pense que nous en aurons terminé avant 16h. Sans doute 15h, 15h30. Le président, je vous remercie. Très bien, nous allons maintenant donc faire la pause de 30 minutes, et nous reprendrons donc à 11h30. Vous vous levez.